Alors, Exton Consulting, on est un cabinet européen en stratégie management spécialisé dans les services financiers et on a énormément investi ces derniers mois sur tout ce qui touche à la fintech, dans nos missions en termes de recherche, mais également en termes de coaching, puisqu'on est partenaire en fait de l'accélérateur fintech, le Swave à la Défense, qui a été inauguré par Bruno Le Maire et Mounir Majoubi en février dernier. Alors l'étude c'est quoi? C'est une étude qui vise à mesurer en fait l'attractivité de la France dans l'écosystème, pour le développement de l'écosystème fintech. Alors juste un petit mot sur la méthodologie qu'on a employée. C'est finalement l'aboutissement de plusieurs mois de travail. On a mené une enquête quantitative auprès de plus de 300 fintech. Ça a été également de nombreuses visites de lieux d'accélération à la rencontre de dirigeants de fintech et de chargés d'incubation pour comprendre un peu quelles étaient pour eux les forces et les faiblesses de l'écosystème dans lequel ils évoluaient. Et on a croisé tout ça en miroir avec des témoignages clés de directeurs généraux, de banques, d'assureurs, d'acteurs du financement, des régulateurs également, notamment la CPR. Et tout ça, ça a donné une grosse étude dont les résultats vous seront publiés courant septembre. Juste quelques enseignements clés. Alors la fintech en France, c'est une très très belle dynamique. On compte pas moins de 400 fintech, voire même 700 projets innovants dans la finance, si on le prend vraiment dans sa définition très très large. C'est un secteur qui a levé près de 300 millions d'euros en 2017. Alors oui, d'aucuns diront que c'est pas assez pour faire émerger des licornes, c'est vrai. Il n'y a aucune licorne française encore. Malgré tout, la France est quand même en 4e position en termes de nombre de deals. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand même le ticket médian, et ça c'est très important, a augmenté d'1,5 a fait x1,5 depuis 2016 et x4 depuis 2014, ce qui marque finalement l'essor de la fintech en France. Donc on voit vraiment, et c'est surtout palpable en 2017, que les fintech françaises veulent changer d'échelle. C'est un secteur qui brasse à peu près un chiffre d'affaires de 800-850 millions, donc le chiffre va être mis à jour. Oui, encore une fois, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce que brasse l'industrie financière. Il faut voir que ce secteur est constitué essentiellement de petites structures, à plus de la moitié, qui peinent à en fait franchir la barre des 300 000 euros de chiffre d'affaires. Mais pourtant, on voit qu'on a de belles pépites. Il y en a 8% qui ont déjà plus de 10 millions de chiffre d'affaires, même certaines qui sont déjà à 45-50 millions. Il y en a qui ont levé d'énormes fonds et qui sont déjà remarqués et qui se dénotent dans le paysage international et qui sont vraiment des fintech prometteuses que vous voyez là, mais il n'y a pas qu'elles. Alors, juste, je vous ai remis la cartographie que vous avez pu voir, qui a été publiée dans la presse en début d'année, que nous avons réalisée en partenariat avec New Alpha et la start-up Invio. Donc là, il y a près de 300 fintech qui sont répertoriés dans ce mapping. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, comme dans d'autres pays, ce sont les secteurs du financement et des paiements qui sont les plus matures, mais que la vague InsurTech est vraiment très forte, avec 20% des startups créées dernièrement. On voit également qu'on est un pays, comme dans beaucoup de places, qui investit beaucoup dans la blockchain. Déjà 20 sociétés utilisent la blockchain pour révolutionner et moderniser le secteur financier. Alors, la fintech, c'est un secteur qui crée de l'emploi, contrairement à l'industrie financière traditionnelle qui en perd. C'est un secteur qui a à peu près maintenant de 10 000 emplois directs. Essentiellement des jeunes, la génération des milléniums. C'est un secteur qui attire vraiment les jeunes et la génération Y. Des hommes principalement. On l'a souligné, c'est un secteur qui malheureusement ne recrute pas encore beaucoup de femmes, mais ça ne serait tardé. Et c'est un secteur en fait qui emploie également, et on le sous-estime souvent, c'est un secteur qui emploie beaucoup de freelancers. Et mine de rien, c'est une source importante d'emplois indirects. Ces emplois bénéficient majoritairement encore à la région parisienne où sont situés près de 80% des fintech. Alors, comme je le soulignais, c'est un secteur qui est essentiellement constitué de très petites structures et qui sont fragiles, qui peinent encore à atteindre la rentabilité. Mais quand même, il y a 20% des fintech parmi notre enquête qui ont déclaré être déjà rentables. Donc, c'est pas négligeable. Mais ce dont on a noté au travers de cette enquête, c'est que pour être rentable et pour générer plus de chiffre d'affaires, elles ont besoin
de se mettre en B2B2C. Le modèle centré sur les particuliers est très cash consuming. Souvent, on a du mal à facturer ces services aux particuliers, donc on doit compléter. Les fintechs doivent compléter en adressant le marché des pros, voire des corporates, pour vendre des gros contrats de licence aux banquiers, assureurs, et c'est comme ça qu'elles permettent de gonfler leur chiffre d'affaires. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que à l'échelle européenne, nos fintechs, certes, ce sont des petites structures, mais elles font quand même figure de modèle de pérennité par rapport à d'autres structures à l'étranger. Et donc, pour assurer un chiffre d'affaires décent, elles vont souvent chercher des contrats à l'international, ce qui explique que plus de 40% des fintechs françaises opèrent déjà à l'international. Alors, on était plutôt étonnés de ce chiffre, ce qui est pas mal. Alors, c'est essentiellement en Europe pour le moment, notamment dans les pays frontaliers de l'Hexagone, mais il y en a d'autres qui sont partis à la conquête d'autres continents, notamment en Amérique. Donc au Canada, aux US, mais également en Asie, notamment à Singapour, qui est une place fintech très dynamique, avec des banquiers assureurs qui se digitalisent fortement et qui font vraiment le pari de l'open innovation. Ce chiffre, en fait, de 40% qui opèrent à l'international, il cache une réalité qui peut être paradoxale, parce que parmi ces 40%, toutes les structures n'ont pas ouvert des entités dans ces pays-là. En fait, il n'y en a que 30% qui ont réellement ouvert des structures à l'étranger. Le reste, c'est parce que, comme je l'ai souligné, elles doivent aller chercher des contrats à l'international pour gonfler leur chiffre d'affaires, pour nouer des partenariats avec d'autres corporates, parce qu'elles n'ont pas trouvé, faute d'avoir trouvé un marché de taille critique en France. Donc il y a un point de vigilance aussi à ne pas laisser partir nos fintechs et nos pépites à l'étranger. Au travers de cette étude, en fait, donc ça c'était pour le paysage global, au travers de cette étude, on a tâché de mesurer cette attractivité au travers de 7 leviers que sont le contexte marché. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un contexte au global favorable, avec la réglementation qui favorise, notamment la DSP2, qui favorise l'éclosion de projets innovants dans la finance, mais aussi un réel engouement des consommateurs français pour les projets innovants. Juste le succès des N26 en France, d'Orange Bank, montre qu'il y a un vrai engouement pour les néobanques, en tout cas, et d'autres fintechs. Donc ça, c'était pour l'aspect marché. Il y a aussi un dynamisme des pouvoirs publics et une vraie volonté du gouvernement de faire la France une start-up marchand, notamment dans un contexte de Brexit, pour que la France joue ce rôle, retrouve un vrai rôle dans le domaine des services financiers. Et l'État est à l'initiative de structures, notamment comme le SWAVE, dont je parlais tout à l'heure. Il y a également des mécanismes de financement qui ont été renforcés avec la création de VC en fait, dédiés FinTech, que sont New Alpha, dont je parlais tout à l'heure, qui est un partenaire, mais également Blackfin. Et il y a tout ce qui est mécanisme de financement public avec la BPI. Et il y a les régulateurs qui, mine de rien, sont mis en ordre de bataille pour accompagner les fintechs et pour les aider en fait à se retrouver dans cette matière réglementaire qui n'est pas simple en fait à appréhender. La CPR, l'AMF ont mis en place des pôles dédiés pour accompagner les fintechs. Et la Banque de France, mine de rien, on est la seule banque centrale à avoir un poste de CDO, Chief Digital Officer. Et ces initiatives ont porté ses fruits puisque finalement, dans notre enquête, on voit que seuls 20% des fintechs déplorent désormais un manque d'accompagnement du régulateur. Mais elles sont quand même à près de 60% à plaider en faveur d'une sandbox réglementaire. Deux autres leviers qui sont les structures d'accompagnement. Donc là, vous voyez un peu la myriade de structures, de lieux d'échange sur les fintechs et l'open innovation en général. Et un point notable, c'est que, j'ai fait le calcul, en moins de 6 mois, il y a eu plus d'une dizaine de programmes d'accompagnement qui se sont lancés à Paris, mais également dans toute la France. D'ailleurs, le pôle est en train de faire le FinTech Tour. Dans toute la France, je cite juste une initiative comme l'initiative de Nortech avec French InsurTech des mutualistes, notamment la Maïf mais d'autres. Donc voilà, c'est un écosystème qui se structure, qui se multiplie, et ça c'est formidable à noter.
Et pour finir, dernier levier, on a tâché de mesurer le degré de fintégration. Alors ce que j'appelle le degré de fintégration, c'est la collaboration entre corporate et fintech. Comme je l'ai dit, une grosse partie d'entre elles sont en modèle B2B2C et s'adressent finalement aux banquiers et assureurs. Ce qu'on voit, c'est que les banquiers et assureurs traditionnels ont multiplié ces derniers temps les initiatives en faveur des fintechs. Ils ont investi au travers de fonds de corporate venture, elles ont monté des start-up studios, des accélérateurs, des partenariats. Enfin, il y a tout un tas de structures qui ont été mises en place. Elles rachètent des fintechs. Et ce qu'on mesure dans l'étude, c'est que plus de 67% des fintechs disent avoir noué un POC, enfin un ou plusieurs POC ou contrats pluriannuels avec des corporates. Donc ça, c'est très positif. Et elles saluent toutes à 75% cette volonté d'ouverture des corporates. Donc, par rapport à la vague qu'il y a eu avant, on disait non, les fintechs, concurrents, non, je pense que c'est fini. Les corporates, les banquiers, assureurs ont compris que ces structures étaient agiles, étaient à même de les aider à se transformer, à se moderniser. Donc ça, c'est très positif. Malgré tout, ces interactions sont encore longues à mettre en place. Et ça, c'est un nuage de mots qui souligne en fait ce que les fintechs pensent de leur modalité d'interaction avec les corporates. Et ce qu'on note, c'est que voilà, c'est long à se mettre en place, mais c'est normal, in fine, parce que c'est des process, c'est de l'humain. Mais on note que la dynamique, elle est belle, elle est là. Il faut juste faire en sorte de l'accompagner et pour pas qu'elle s'essouffle. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc l'étude va apparaître début septembre. Et voilà.